Ségolène Royal, c'est un météore dans la vie politique française parce qu'il n'a pas de précédent et pour l'instant, il n'y a aucune imitation qui apparaisse à l'horizon. Il faut l'aimer sans l'idolâtrer. Voilà. Voilà le bon usage de Ségolène Royal. Le mot qui revient le plus souvent, c'est une insoumise qui n'a peur de rien. Elle a incarné une forme de rébellion contre les costumes gris. Elle était critique un petit peu des organes politiques. Comment ils fonctionnaient, c'était pas du tout sa tasse de thé. Laissez-nous un peu respirer quand même. Mais qu'est-ce que ça va être dans l'Assemblée nationale de demain? Elle a surpris sur beaucoup de thèmes qui ne sont pas des thèmes d'une gauche classique. Vous respectez les règles. L'ordre juste, vous avez entendu? Ségolène Royal, c'est pas quelqu'un à qui vous tapez dans le dos et c'est pas quelqu'un qui vous tape dans le dos. Quand on a la chance de rencontrer Ségolène, on la garde. Non, elle n'est pas allumée, Ségolène. Elle est peut-être pas comme vous et moi exactement. Bon, elle est comme elle est. Jérusalem, janvier 2015. Enterrement des 4 victimes juives de l'hypercachère de la porte de Vincennes. À la demande de François Hollande, c'est Ségolène Royal qui représente la France. Le symbole est fort et il n'échappe à personne. Ségolène Royal est l'ancienne compagne du président de la République et la mère de ses 4 enfants. Redevenue ministre en 2014, avec l'arrivée de Manuel Valls à Matignon, c'est aussi l'un des personnages les plus importants de l'État. Et pourtant, comment l'oublier? Entre 2007 et 2014, elle avait connu 7 ans de malheur, une lente descente aux enfers, ponctuée d'échecs et de trahisons. Battue en 2007, au 2e tour de l'élection présidentielle. Battue en 2008, au congrès de Reims, qui devait la couronner première secrétaire du Parti socialiste. Battue aux primaires de 2011, où elle recueille moins de 7% des voix. Battue en 2012, à l'élection législative de La Rochelle. Crucifiée qui plus est par un tweet assassin qu'elle découvre en pleine conférence de presse. Devant une telle accumulation de désastres, un dirigeant socialiste peu charitable ironisa alors. Elle est finie, laminée, et c'est normal. Elle n'a jamais voulu jouer le jeu. Eh bien voilà. Moi, c'est ce qui m'a donné envie de faire ce film. Comprendre ce rapport si particulier que Ségolène Royal a toujours entretenu avec la politique et qui lui a sans cesse permis de démentir tous les pronostics. Repérer ce qui, depuis son enfance et tout au long des années, a bien pu la rendre aussi atypique, certains disent aussi extravagante. Oui, quel chemin sinueux a-t-elle donc parcouru pour devenir la femme politique la plus populaire de toute l'histoire de la République et en même temps la plus rocambolesque? C'est ici, à 5166 km de la rue de Solferino, qu'est née le 22 septembre 1953 Ségolène Royal. Dans la fratrie, toutes les filles s'appellent Marie. Marie-Nicole, Marie-Odette et donc Marie-Ségolène. Ouakam, une des 19 communes d'arrondissement de Dakar. Le père de Ségolène, qui est lieutenant-colonel, s'y retrouve en garnison, avant d'être muté quelques années plus tard dans une autre contrée tout aussi ensoleillée, la Martinique. Au milieu de ses 7 frères et sœurs, Ségolène occupe une place qui lui convient parfaitement. Ni l'aînée, ni la cadette, mais pile au milieu, là où on est le plus tranquille. Être née en dehors de nos frontières, c'est un atout. D'autant que je faisais partie d'une famille assez étriquée, sur tous les plans. Et être née à l'étranger, je pense oui que ça m'a donné une dimension psychologique forte. Les enfants royales vivent en effet dans une famille conservatrice, repliée sur elle-même, où tout le monde marche à la baguette et où la vie sous les tropiques, qui pourrait être agréable, est en permanence empoissée par l'autoritarisme du père. Un père proche de l'extrême droite, avec toutes les qualités pour plaire, misogyne, raciste, brutal et parfois même violent physiquement. Jacques Royal, c'est, il me semble-t-il, l'histoire d'une amertume. Il réussit les écrits de Polytechnique, il ne peut pas passer l'oral parce que la guerre est déclarée. La Deuxième Guerre mondiale, il doit partir.
Il voudrait combattre comme son père a combattu. Il voudrait être courageux comme son père l'a été. Il est arrêté, il est fait prisonnier par les Allemands, il combat pas. Il part ensuite en Indochine, l'Indochine est décolonisée. Il part en Algérie, l'Algérie est décolonisée. C'est-à-dire qu'il rate tous ses rendez-vous avec l'histoire. Et à 44 ans, Jacques Royal demande sa retraite de l'armée, qui était chez les Royal quelque chose de sacré, et il va devenir voyageur de commerce. Donc cet homme est amer. Il va se replier sur sa famille, et sa famille va être son dernier régiment. En 1963, en effet, Jacques Royal, revenu à la vie civile, décide de retourner en métropole, et emportant dans son pactage son petit régiment familial, il le fait basculer avec lui de Caribe en Silla. Du jour au lendemain, la famille royale atterrit dans un tout petit village, perdu sur la rive droite de la Moselle, et alors même que Ségolène n'a que 10 ans, elle comprend très vite qu'en dépit du charme certain des Vosges, sa vie risque fort d'être aussi triste que les murs gris de la bâtisse dans laquelle elle va désormais habiter. Il fait très froid, c'est en Lorraine, l'hiver est froid. La maison est grande, elle n'est pas chauffée. Une seule chambre est chauffée, la chambre des filles. La chambre dans laquelle Ségolène dort avec ses sœurs. La messe est obligatoire, le catéchisme est obligatoire. Elle a été élevée dans la version la plus convenue, la plus sévère de la religion. La maison n'est pas chauffée par goût de l'austérité ou pour faire des économies? Certainement un peu des deux. On va aussi dans la forêt ramasser des orties, on ramasse des champignons, enfin on se nourrit un peu de ce que la nature donne. Jacques Royal va tous les jours avec ses fils couper du bois dans la forêt et il est élevé à la dure et elle s'en plaint à plusieurs reprises. C'est l'enfant d'une famille française très classique des années 50, hein, c'est-à-dire père militaire, grand-père paysan qui est devenu général, une maman qui était une bourgeoise, qui s'est un peu déclassée, entre guillemets, en épousant son père. Il y a une éducation qui est très rigide, dans la froideur comme ça des Vosges. Elle est le produit de son éducation très sévère, qu'il a aussi structurée. J'étais une petite fille qui était assez secrète, assez discrète, puisque au milieu d'une grande famille de 8 enfants, donc chacun dans ses grandes fratries cherche un petit peu à faire sa place. La mienne, je la faisais plutôt dans la discrétion. Ici pourrait donc s'arrêter avant d'avoir commencé l'histoire de Ségolène Royal. Tout était en effet en place pour que le piège paternel se referme sur elle comme sur ses sœurs, et que personne au-delà de Chamagne n'en entende jamais parler. Seulement voilà, en France, même dans les familles les plus étriquées, la loi oblige les pères à envoyer leurs filles à l'école, et à l'école, on apprend parfois à réfléchir contre son propre père. Très tôt, j'ai compris qu'il y avait des contradictions insupportables entre le fait, par exemple, d'aller à la messe et puis, de retour à la maison, de tenir des propos antisémites ou méprisants pour les femmes. Et cette contradiction-là, petit à petit, a été mon premier réveil au combat des idées. Évoquant le rôle décisif que l'école jouera pour elle, Ségolène utilisera plus tard le mot de survie. Échapper à son père, c'était une question de vie ou de mort. Aller en classe, y bien travailler, devait ni plus ni moins lui permettre de ne pas être enterrée vivante avant l'heure. 17 en physique, 15 en géographie, 16,5 en algèbre, 17 en histoire, élève studieuse par-ci, résultats satisfaisants par-là. Chaque bonne note qu'elle obtient en classe, c'est comme un coup de lime supplémentaire sur les barreaux de sa prison. Ségolène aime apprendre, être entraînée par le savoir au-delà de ce périmètre si étroit dans lequel son père veut l'enfermer. Par chance, son lycée est à Épinal, à une quarantaine de kilomètres de Chamagne, et si l'établissement qui l'accueille est bien évidemment religieux, les bonnes sœurs du Cru sont plutôt libérales. En seconde, dans la salle commune, est installée une télévision, et Ségolène découvre un jour ce que son père avait toujours interdit à la maison, le débat, la controverse. Avec émerveillement, elle se rend compte qu'une femme a le droit de prendre la parole et même d'interpeller un homme aussi puissant que Guy Mollet. Vous avez été secrétaire général du Parti socialiste, vous l'êtes encore depuis 20 ans. Aucun gouvernement n'a pu se former sans que les socialistes le soutiennent ou participent à ce gouvernement. Contre les socialistes, on ne pouvait pas gouverner. Et quand on dit contre les socialistes, on dit contre Guy Mollet.
Donc je pense que vous avez été un faiseur de roi parce que vous avez fait et défait les gouvernements pendant 12 ans. Admirant l'audace de Françoise Giroud, ce qu'elle ressent alors comme une transgression, elle le revit un peu plus tard en assistant à l'occasion d'une sortie scolaire initiée par les Bonnes Sœurs à un meeting de Michel Rocard de passage à Épinal et en constatant pour la première fois de sa vie l'enthousiasme que les mots peuvent induire. La bizarrerie de la conjoncture, c'est que la chance s'offre cette fois-ci sous la forme d'une bataille électorale. On la prend, on la mène, on la gagne. Cela étant, Ségolène est loin de se douter que la politique deviendra dans quelques années son champ de prédilection. Pour l'instant, son ambition est personnelle. Ne surtout pas ressembler à ces femmes qui se marient, puis supportent en silence la domination d'un homme. Toute mon enfance et toute mon adolescence, j'ai entendu mon père dire « Vous les filles, vous êtes faites pour le mariage et vous ne ferez pas d'études ». Ces tâches physiques aussi, je me souviens des lessives par exemple, ce sont des détails mais qui marquent une enfance. Et je me suis dit que je ne voulais pas ressembler aux femmes de ma famille, des femmes soumises sur tous les plans. Et au fond, je me suis dit jamais comme ma mère. Si Sioran a raison quand il écrit que les seuls événements notables d'une vie sont les ruptures, alors Ségolène connut le premier événement notable de sa vie à 18 ans, c'est-à-dire le jour où, contre l'avis catégorique de son père, elle partit s'inscrire à l'université de Nancy. C'est son premier coup de force. Elle était jusque-là sceptique, elle devient rebelle. Oui, elle a dit à plusieurs reprises qu'elle avait eu à conquérir finalement ce droit de faire des études, de faire l'ENA, contre cette vision paternelle, machiste, phallocratique, qui voulait que les femmes finalement étaient destinées à se marier et à rester à la maison. Mais le malheureux lieutenant-colonel n'était pas arrivé au bout de ses peines. Car après sa fille, ce fut sa femme qui décida au terme de longues années de soumission de voler elle aussi de ses propres ailes. Et il faut bien prendre la mesure de ces deux événements majeurs de la jeunesse de Ségolène Royal. Ségolène est élevée au cœur des Vosges, dans un milieu ultra-conservateur pétri de religion. Sa rébellion et celle de sa mère sont des tremblements de terre, l'équivalent familial de la nuit du 4 août 1789, quand l'Assemblée constituante mit fin au système féodal. Quand elle va décider qu'elle divorce, c'est incongru, dans sa famille ça ne s'est jamais fait, et elle va l'annoncer à son mari, va recevoir un courrier d'huissier qui lui annonce que sa femme demande le divorce. C'est un cataclysme. Il est fou de rage. Et Hélène Royal prend une bicyclette et s'enfuit de la maison familiale à vélo. Elle va dormir quelques nuits sur un banc public à Nancy et elle va substituer à ses besoins en devenant femme de ménage. Je n'aurais jamais pu m'échapper à Paris sans cette crise familiale, dira plus tard Ségolène Royal, avant d'en profiter pour envoyer au plot père et mère. Et la voilà, sa licence en poche, qui débarque dans la capitale comme sur une autre planète, où elle s'inscrit dans deux prestigieux établissements, Sciences Po et l'ENA. Et Marie Ségolène, son prénom d'état civil, lui rappelant par trop son enfance, elle tranche dans le vif et se fera bientôt appeler par tous Ségolène. C'est pas anodin de couper une partie de son identité, comme c'est pas anodin finalement de passer aussi de longues années sans voir ses parents. Comme c'est pas anodin de se projeter comme ça dans un monde qu'elle connaissait pas. Enfin, il faut quand même rappeler que Ségolène Royal, savait même pas que l'ENA existait. C'est vraiment sa sœur aînée qui lui dit « Tiens, tu devrais faire sciences politiques. » Ah bon, qu'est-ce que c'est? Pour certains élèves, on y enseigne surtout une attitude, un langage, le ton, image de marque du haut fonctionnaire. Ce qu'on appelle ici le moule de l'ENA. 2% des élèves seulement sortent des milieux modestes, 56% viennent de Paris et de la périphérie. Elle est complètement différente des bourgeois qu'elle côtoie. C'est beaucoup des jeunes gens de bonne famille. Ils arrivent avec leur Loden, les filles arrivent avec leur petite Austin Mini. Tout ça est un monde qui s'est déjà côtoyé dans les lycées parisiens. Elle arrive de sa province, elle arrive de Nancy, elle découvre ça, elle doit travailler pour se payer ses études. Elle n'est pas du tout à l'aise dans ce milieu-là. Et d'ailleurs, elle a très peu d'amis sur cette période-là. Au milieu de tous ces enfants de bonne famille qui vont gouverner la France et regardent cette petite provinciale de haut sans l'intégrer dans leur clan, Ségolène Royal est attirée cependant par un jeune homme à lunettes, comme elle, catholique et provinciale, comme elle aussi enfant d'un père d'extrême droite, mais surtout beaucoup moins technocrate que la moyenne.
Et très vite, Ségolène, qui n'a pas envie de rester toute sa vie la bonne élève d'Épinal, décide de faire couple avec cet hurluberlu, à la fois ambitieux et drôle. L'école l'avait sauvé des crocs de son père, et bien François allait maintenant l'aider à se sauver des griffes de l'école, en lui apportant ce qui lui manquait le plus, un peu de légèreté. C'était hier soir un peu partout en France une grande fête aux allures de 14 juillet, venant saluer la victoire du candidat socialiste, devenu désormais le président François Mitterrand. 1981, l'année de tous les espoirs quand on est socialiste, ce que sont désormais aussi bien François Hollande que Ségolène Royal, même si pour l'instant, c'est pour la génération précédente que s'ouvre en grand le palais présidentiel. Mais à l'Élysée, après tout, il y a plusieurs portes, et y pénétrer ensemble par la plus petite leur convient très bien. En 81, à la sortie de l'ENA, elle est contactée pour pouvoir entrer dans des cabinets ministériels, comme François Hollande, pour devenir directeur de cabinet. Alors François Hollande, c'est Jacques Delors, et elle, c'est pour entrer chez Nicole Questiot. Et bien les deux refusent. Et les deux préfèrent au fond aller à l'Élysée. Et ça, c'est assez symptomatique, je trouve, de cette volonté d'être au cœur du pouvoir et d'être dans le pouvoir. Ils préfèrent, au fond, être conseillers de l'ombre de Mitterrand, plutôt que d'être un peu dans la lumière, dans un cabinet ministériel, mais de moins compter. Celui qui leur permet de mettre un premier pied dans le sein des saints, en devenant chargé de mission à l'Élysée, c'est lui, Jacques Attali. Effervescent, boulimique, il est partout, il sait tout, il fait tout. Il est auprès de François Mitterrand une sorte de boîte à idées, le défricheur du futur. Il a repéré Ségolène et François pendant la campagne présidentielle, et comme s'ils étaient siamois, n'imagine pas un instant prendre l'un sans l'autre. Leur couple, qui était très intense, très fusionnel, ne masquait pas des différences considérables. Avec un lointain, dégagé, serein, drôle, et l'autre, elle, grave, passionnée, sans aucun sens de l'humour, soucieuse de considérer chaque instant comme fondamental. Et donc tous les deux formaient une boule d'énergie exceptionnelle. Tout au long du premier septennat de François Mitterrand, Ségolène Royal va creuser son sillon, conseillant le prince, en participant à des rencontres officielles, mais là encore, elle se révèle bien différente de ses anciens condisciples, pour qui l'exercice du pouvoir est une seconde nature. Sur la plupart des archives filmées de cette époque, ce n'est pas un hasard si on la voit surtout au second plan, s'éclipsant par un escalier dérobé ou faisant quelque peu tapisserie dans un déjeuner à l'Élysée. Je pense que d'ailleurs il y avait une part peut-être un peu de timidité. Elle n'avait pas l'arrogance de se lancer dans une conversation, d'être péremptoire ou sentencieuse, c'était pas du tout ça. Et puis ensuite, comme elle était conseillère du président de la République, elle s'était astreinte à une espèce de réserve. Physiquement, Ségolène avait un look très sage, qu'elle gardera longtemps, et qui amusait ceux qui la croisaient, y compris encore au début des années 90. Elle était habillée en Laura Ashley, avec des robes un peu qui la cachaient, je trouve, les cheveux en arrière. Elle n'avait pas du tout une tête de femme socialiste. On aurait dit plutôt qu'elle sortait du couvent des oiseaux. Elle était en tout cas le contraire même de son compagnon, qui battait déjà la campagne et se montrait sur les estrades. Car lui, véritable poisson dans l'eau, était déjà ce qu'on appelle en France, avec un mélange d'admiration et d'agacement, un vrai politique. Je suis en Haute-Corrèze, je suis candidat du Parti socialiste, non pas en fonction de ma carte de visite, mais en fonction des qualités que mes amis socialistes ou les électeurs voudront bien me reconnaître. Cela dit, à l'Élysée que François Hollande quittera bien avant elle pour occuper d'autres fonctions, Ségolène s'applique même beaucoup, et François Mitterrand ne met pas très longtemps à s'en apercevoir. Elle avait de bonnes antennes sur les mutations de la société. Elle était moderne, réceptive, et surtout elle était totalement dénuée d'arrogance à l'égard des gens qu'on dit ordinaires. Je me rappelle le motard en colère. Et bon, on suivait ça de très loin à l'Élysée, elle s'y est intéressée. Elle les a rencontrés, mais elle a trouvé que ce qu'ils disaient n'était pas inintéressant. Elle a dit au président, il faut que vous les receviez. Une autre fois, il y avait une grève des internes, obscure, compliquée. Le gouvernement avait du mal à trouver une solution. Là aussi, elle a noué des contacts personnels très discrètement, sans que jamais son nom apparaisse. Et puis, elle a commencé à bricoler une solution possible.
Elle apportait quelque chose que personne d'autre n'apportait. Et en cela, le président qui cloisonnait, qui mettait plusieurs personnes sur les mêmes sujets, enfin bon, bref, était sensible à la modernité de sa lecture de la société. Et elle lui rapportait des choses que les filtres ordinaires ne laissaient pas passer. Ça, j'en suis convaincue. Ça lui plaisait. Le 8 mai 1988, la réélection de François Mitterrand à la présidence de la République vient une nouvelle fois ouvrir grand le champ des possibles. François Hollande s'y est préparé de longue date. Profitant de la vague rose qui inévitablement suivra, il veut être et sera député. Ségolène, elle, a plusieurs métros de retard. Presque coup sur coup, elle a eu avec François 3 enfants, Thomas, Clémence et Julien, et c'est elle qui s'en est le plus occupée, même si elle n'a pas pour autant arrêté de travailler. Et puis surtout, très peu impliquée dans le Parti socialiste, elle n'a jamais cherché à obtenir une circonscription. Alors, que se passa-t-il? Eh bien, comme une révélation, comme si une voix lui disait tout à coup « Toi qui n'as pas voulu rester derrière tes fourneaux à Chamagne, pourquoi serais-tu condamné maintenant à rester toute ta vie derrière un bureau ?» Là, elle se dit, il y a une fenêtre de tir inespérée. Je crois qu'elle a toujours été convaincue qu'elle pouvait apporter beaucoup de choses à son pays. Ça n'avait pas d'état d'âme. Et donc, une opportunité se présente, on ne la gâche pas. Et c'est alors que, faisant fi des usages, elle tente le tout pour le tout, au sens freudien du terme, un véritable passage à l'acte. Dans les salons de l'Élysée, lors de la cérémonie d'investiture du président, elle profite des quelques secondes où il passe devant elle pour lui murmurer à l'oreille « Vous ne pourriez pas faire quelque chose pour moi ?» Le sous-entendu était clair. Me trouver une circonscription pour que moi aussi je parte à l'assaut de l'Assemblée nationale. Je crois que c'est une audace incroyable. Et quand on connaît François Mitterrand, qui quand même imposait la crainte, le respect, elle y va. Elle avait ce désir de politique et elle avait compris que le prince était le seul capable de le lui donner. Donc elle a été le plus court. Et la voilà, grâce à Mitterrand qui l'a fait parachuter dans les Deux-Sèvres, arrivée juste avant l'élection dans une région qu'elle ne connaît absolument pas. Elle est jolie, elle est jeune. Bon, et le reste des défauts, je ne les connais pas, parce qu'elle est arrivée il y a 15 jours, quoi. Elle est arrivée à 11h30 du soir, une demi-heure avant la fin des inscriptions, je peux pas en dire plus. Après la première victoire qu'elle avait remportée sur son père, en lui imposant à 18 ans ses choix, avant même d'être élue, c'est comme une seconde victoire. Une seconde victoire, mais sur elle-même cette fois. À 35 ans, elle découvre ce que personne, et notamment aucun homme, ne l'avait jamais encouragée à faire. Sortir de l'ombre, monter sur une estrade et prendre la parole en public. C'est un chambardement subjectif. Et pendant des années, moi, je n'ai pas pris la parole. J'étais une femme muette, parce que je n'avais pas appris dans mon milieu familial à prendre la parole, à l'école non plus. Je n'avais pas conscience de mes capacités. Et un jour, je me suis mise à parler. J'étais obligée de parler dans ma première campagne électorale, en 88. C'était la première fois que je parlais. Et après, je me suis rendu compte d'abord que ça me plaisait. Et puis, je me débrouillais pas si mal. La preuve, c'est que j'ai gagné l'élection en plus. C'est donc Ségolène Royal qui est élue avec 50,57% des voix. C'est ce soir une grande victoire pour moi qui suis une femme et qui était attaquée sur ce plan. On a pensé que dans une circonscription rurale, les candidats ne feraient pas confiance à une femme, ne feraient pas confiance à quelqu'un de jeune, ne feraient pas confiance à quelqu'un qui venait d'un autre département. Eh bien, les électeurs ont montré leur maturité politique et malgré tout, ils m'ont fait confiance et c'est une formidable victoire. Se mettant à parler, et parfois même un peu vite, Ségolène Royal connaît donc enfin ce que son compagnon, lui, arpentait depuis des années. La scène politique, celle où on s'expose et où on peut à l'occasion être consacré. La bonne élève, jusque-là assise au fond de la classe, passe à l'avant et va s'asseoir à côté de celui avec qui elle forme désormais un vrai couple politique, même si celui-ci tient tout de suite à préciser qu'il reste maître chez lui. Je reste élu de la Corrèze, elle des Deux-Sèvres. Il n'y a pas de confusion, elle n'est pas élue partiellement en Corrèze et moi partiellement dans les Deux-Sèvres. Chacun chez soi. Auriez-vous été très très déçu s'il avait gagné et pas vous?
Non, je pense que de l'inverse, oui, ça aurait été beaucoup plus dur dans la mesure où lui travaille depuis de longues années en Corrèze. Je pense que ça aurait été très dur si lui avait été battu et moi élu. Première reconnaissance du terrain, première décision, le choix de 2 bureaux face à face pour mettre en commun les moyens et se voir régulièrement. 300 km séparant leurs 2 circonscriptions, c'est à Paris où vivaient leurs 3 enfants qu'ils se retrouvent le plus souvent. Alors, vous n'êtes pas mariés. Est-ce que vous allez vous marier maintenant? Il faut trouver son équilibre par multiples moyens. Nous, on l'a trouvé par la constitution d'une famille nombreuse, plus que par le passage devant M. Lebert. Et puis, vous vous rendez compte, si on décidait de se marier, il faudrait qu'on choisisse un seul maire. Et dans quelle circonscription le trouver? Dans cette famille non conventionnelle, la stabilité n'en reposait pas moins comme souvent sur la mère, mais Ségolène en parlait sans se plaindre, revendiquant même cette position comme étant la plus appréciable. C'est moi qui garde le lien privilégié avec les enfants. Ça, c'est sûr que ce qui fait la faiblesse et en même temps la force d'une femme, c'est de se dire que si ça se passe mal avec les enfants, elle va sacrifier d'une façon ou d'une autre sa vie professionnelle. Ça, un homme ne se le dit jamais. Mais moi, je ne vois pas ça comme une inégalité, je vois ça plutôt comme un plus, parce qu'au fond, qu'est-ce qui est de plus important que de réussir à élever ses enfants? Sur le terrain, dans les Deux-Sèvres, la nouvelle députée se sent pousser des ailes. Et à peine élue, comme pour contredire son look de jeune femme rangée, elle passe à l'offensive tous azimuts, notamment pour la défense du marais poitevin, dont la faune, la flore et les paysages étaient menacés par le tracé d'une autoroute, et trouve dans ce combat ce qui restera sa marque de fabrique, l'écologie. Elle se bat avec tous les maires des petites communes, ce qui a été d'ailleurs, je pense, un élément fort de son enracinement dans cette circonscription rurale. Elle convainc Mitterrand d'inscrire le sauvetage du marais poitevin au titre de ce qu'on appelait les grands travaux du président. Et d'ailleurs, le président viendra poser la première pierre bien des années plus tard. Pour une jeune élue, c'est pas forcément évident. D'habitude, il faut attendre quand même un mandat avant que le président arrive chez vous. Mais comme elle a ce culot, elle ose tout, eh bien, elle fonce. Elle se pose pas de questions. Elle ne se pose pas de questions et paye de sa personne, y compris pour défendre un fromage local dans des tenues, comment dire, inattendues. Un député en tenue folklorique et une ribambelle d'officiels du Poitou-Charentes pour lever le voile ce matin sur le plus gros chabichou jamais réalisé. Alors évidemment, elle fait ça sous les rires moqueurs de ses congénères, des autres élus, parce que le caractère noble de la politique, c'est de s'intéresser au taux d'inflation, au déficit, au chômage. Elle ne s'en désintéresse pas, mais elle, ce qu'elle comprend, c'est qu'aussi il faut parler aux gens sur le terrain, dans sa ville, dans sa circonscription. À la fin des années 80, au début des années 90, le grand public, bien évidemment, ne l'identifie pas encore. Mais Ségolène Royal va d'emblée attirer l'attention en posant des questions de bonne femme, comme le dit un de ses détracteurs. Des questions que les femmes politiques qui l'avaient précédée et qui voulaient être acceptées par les hommes préféraient éviter le plus souvent. Pour avoir demandé quand j'ai été élue s'il y avait une crèche à l'Assemblée nationale, vraiment j'ai été vilipendée par tous mes collègues masculins qui trouvent normal qu'il y ait un practice de golf, mais qui trouvaient complètement incongru que je puisse demander s'il y avait un mode de garde pour les enfants. Parler de la maternité à l'Assemblée nationale, dans ce haut lieu de la République où presque tout le monde est sorti de la cuisse de Jupiter. Et Ségolène enfonça le clou en dénonçant, toujours en tant que mère de famille, la violence des programmes télé, ce qui la fit aussitôt caricaturer en maîtresse d'école pudibonde et coincée, prête à imposer à tous, petits et grands, la tyrannie des bienséances. Je crois que c'est indéniable. Je crois qu'il y a une escalade de la violence, d'abord parce qu'on est dans une société qui voit reculer les frontières de ce qui est considéré comme supportable. Un hebdomadaire a récemment mesuré justement cette augmentation de la violence à la télévision, et en une semaine, on a pu voir 15 viols, dont 2 viols d'enfants, 27 scènes de torture, 13 tentatives de strangulation, 8 suicides et plus de 600 meurtres. Alors bien sûr, je n'ai pas une tête de mère la pudeur, je suis vraiment foncièrement hostile à la censure ou à l'idée de rétablir un ordre moral. Mais écoutez, je crois que trop, c'est trop. Quand on la voit, on a néanmoins le sentiment que ce comportement lui-même est sévère.
Moi, je pense pas qu'il est sévère, je pense qu'il est distancié. Et c'est très important de savoir garder la distance. C'est que Ségolène Royal, c'est pas quelqu'un à qui vous tapez dans le dos, et c'est pas quelqu'un qui vous tape dans le dos. Et au fond, on peut être dans une très grande proximité intellectuelle et même rigolarde, mais il n'y a jamais de familiarité. Il y a une manière qui est, il faut se tenir. D'ailleurs, comme elle est, d'ailleurs, elle se tient comme ça, se tenir, on lève le menton. Mais bon, quand même, hein, on ne dit pas n'importe quoi et à n'importe qui. Voilà. Ce côté quelque peu rigide de Ségolène ne déplaisait pas à François Mitterrand. Et après l'avoir aidé à devenir député, ni une ni deux, en 1992, il la fit ministre de l'Environnement de Pierre Bérégovoy. Et ce que ces images ne permettent pas de repérer, ministre enceinte. Enceinte de son 4e enfant, qu'elle avait conçu bien sûr avec François. Et quel poste d'ailleurs François aura-t-il ? Demanda Ségolène au Premier ministre. Mais oui, François, lui qu'elle avait vu ambitionner bien avant elle de devenir ministre et qu'elle n'allait tout de même pas supplanter. Eh bien non, pas François, lui répondit Bérégovoy. Les Français ne comprendraient pas la nomination d'un couple dans le même gouvernement. Et François fut sacrifié par le prince sur l'autel de Ségolène. Mais le glas de leur séparation n'avait pas encore sonné et leur couple ne vacilla même pas, au contraire. La nouvelle ministre, ne ratant pas une occasion de faire bénéficier son conjoint de la curiosité qu'elle-même suscitait, se déplaçant par exemple sur ses terres de Corrèze pour y soutenir l'action qu'il menait au quotidien. En 10 ans, Ségolène Royal sera 4 fois ministre. Après l'environnement dans le gouvernement Bérégovoy, on la retrouva dans le gouvernement Jospin, ministre délégué à l'enseignement scolaire, puis ministre délégué à la famille et à l'enfance, et enfin, ministre délégué à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées. Alors qu'elle a des ministères qui sont des ministères dont on peut penser qu'ils sont résiduels, en tout cas pas des ministères de premier rang, à chaque fois, elle fait quelque chose de son ministère. Elle est militante, elle agite, elle va chercher, elle va regarder là où d'autres ne regardent pas, les sacs trop lourds pour les gamins et pour les familles, non seulement la défense des femmes, mais aussi même le droit au congé parental des pères et le statut des pères. Donc elle va chercher là où les autres ne vont pas, et on s'aperçoit que l'invention peut devenir une loi après que les bureaux et les légistes aient poli l'intuition première. Écrivez-moi, c'est pas moi qui le dis, mais le ministre de l'Environnement. Rassurez-vous, Ségolène Royal n'est pas en manque d'affection, mais part en guerre contre le bruit dans les cantines scolaires et demande aux parents et aux enfants de dénoncer les cas les plus durs. Le bruit dans les cantines scolaires, ou plus tard encore le bizutage, la lutte contre la pédophilie, ou tout au début de son arrivée à l'environnement, la reconquête des paysages, contre les panneaux publicitaires qu'elle fit démonter ou les constructions illégales qu'elle fit détruire. Comme du temps de l'Élysée, Ségolène se pense en phase avec la société et préfère souvent suivre son instinct plutôt que de se perdre dans les dossiers. Ségolène Royal a cette particularité que n'ont pas beaucoup d'hommes et de femmes politiques, c'est que c'est une femme qui a de l'intuition. Elle n'est pas mécanique, elle n'est pas théoricienne, mais elle est intuitive. Ségolène Royal, c'est elle qui s'est construit un personnage avec ses méthodes, avec son intuition, avec son culot qui est quand même prodigieux, avec son indifférence absolue vis-à-vis de ses propres contradictions. C'est un météore dans la vie politique française parce qu'il n'a pas de précédent et pour l'instant, il n'y a aucune imitation qui apparaisse à l'horizon. Ségolène Royal, vous aimez que l'on vous appelle Madame la députée, Madame la ministre. Est-ce que ça vous fait plaisir? Ce météore de la vie politique française, les médias des années 90 se bousculent au portillon pour l'interroger et Ségolène Royal devient l'une des bonnes clientes de la télévision, souriante et disponible quelles que soient les questions. C'est vrai que vous pouvez reconnaître 200 races de champignons? Oui, tout à fait. Vous pouvez m'en citer 3, là? La manite phalloïde, la manite mouche. Jusqu'à être piégée un jour par les caméras cachées de Surprise. Madame Ségolène Royal. Son ami Jean-Pierre Mignard, qui la conduisait en voiture ayant simulé une panne, Ségolène se retrouva coincée dans un garage en haut d'un pont élévateur. Le garage était rempli de comédiens, déguisés en mécaniciens, et mi-gênée, mi-amusée, elle devint la spectatrice malgré elle de leur débordement.
l'imagine facilement, la popularité naissante de Ségolène Royal en indisposa plus d'un. Du coup, la rumeur qui courait depuis quelque temps enfla alors un peu plus. Cette Ségolène à qui tout semblait sourire, est-ce que ce ne serait pas elle, par hasard, la fille cachée du président de la République? Le bobard agaçait la principale intéressée, qui, elle, en tout cas, ne cachait pas sa progéniture, comme ici, à la maternité, pour la naissance de Flora, son 4e enfant. Sa maman est ministre. Flora ignore encore que c'est une première dans l'histoire de la République. Un bébé d'un jour, une petite fille qui fait déjà sa première télé. Bravo et longue vie à Flora. Toutes mes félicitations à vous, à François, mon mari, et aux vôtres. Bien amicalement, Pierre Bérégovoy. Il est content? Oui, je pense qu'il est content. Se laisser filmer avec son bébé, comme la princesse Grace ou la princesse Diana, c'était à l'époque une incongruité. Et même si pour la première fois dans l'histoire de la République, une ministre accouchait dans l'exercice de ses fonctions, les mieux intentionnés des amis de Ségolène lui firent reproche de cette exhibition. Pour moi, c'était une erreur. Un homme d'État doit conserver un mystère. Ça, c'est un péché véniel, mais ça lui a nui. Erreur qu'admit elle-même Ségolène Royal, pourtant peu portée à l'autocritique, en expliquant que c'était son premier poste ministériel et qu'elle ne s'était pas rendue compte de l'impact des images. Pour ma part, j'avoue ne pas croire à l'erreur, voire à l'acte manqué. Ségolène Royal s'est beaucoup laissée filmer avec sa famille, et c'est comme mère qu'elle n'a cessé de s'ancrer dans la vie politique. S'exposer avec ses enfants a toujours eu pour elle une fonction précise, rappeler à l'ordre les politiciens mâles en leur montrant ce qu'ils ne veulent pas voir. Le ventre rond de leurs épouses, l'agitation de leurs gamins, cette vie quotidienne qu'ils supposent sans grandeur et pour cela, quand on la filme, indécente. Les moqueries s'atténuaient bien sûr quand on la voyait à son bureau l'air pénétré, compulsant des dossiers dont on mesurait tout de suite l'importance au nombre de rides sur son front plissé. Seulement voilà, Ségolène, c'était aussi « Maman fait les courses »,« Maman joue dans le salon »,« Maman s'invite dans la chambre des enfants ». Même si juste après, une fois les bambins couchés, la dite maman se transformait en foudre de guerre. C'est fatigant, mais arrêtez enfin. Mais tous les téléspectateurs sont là pour voir que ce que vous dites est complètement à côté des clous. Enfin, discours de haine, agression. Mais écoutez, arrêtez. Laissez-nous un peu respirer quand même. Mais qu'est-ce que ça va être dans l'Assemblée nationale de demain? C'est quand même terrible. Écoutez, ce discours excessif. Là, ça y est, c'est le rouleau compresseur qui commence. Ça suffit à la fin. Ne me parlez pas sur ce ton quand même. Moi, je fais partie de la nouvelle génération et je considère que ce n'est pas un drame. C'est la démocratie. Ah, c'est sûr, Ségolène était autrement plus câline avec François. Et en passant le cap du nouveau millénaire, le lien qu'elle avait tissé avec lui pendant leurs études semblait toujours aussi solide. Elle était fascinée par lui. Quand il y avait un dîner ou un déjeuner, moi il m'est arrivé de les inviter tous les deux déjeuner ensemble, on était 3. Elle arrivait la première, elle parlait volontiers, elle était intéressante. François Hollande arrivait, elle disparaissait. Et elle le regardait, alors moi je l'interrogeais, mais ce qui lui importait, c'était les réponses de François Hollande. Il avait confiance en elle, elle était son plus fidèle soutien. Et puis, il faut bien le dire, elle ne menaçait en rien ses propres ambitions. Aussi, quand celui-ci la croisait entre 2 trains, entre 2 inaugurations, entre 2 meetings, il la retrouvait chaque fois avec le sentiment d'être toujours aussi proche, toujours aussi complice, toujours aussi complémentaire. Élu en 1997 premier secrétaire du Parti socialiste, poste prestigieux qu'avaient occupé avant lui François Mitterrand, Laurent Fabius ou Lionel Jospin, François était devenu un des personnages clés de la vie politique française. Et même si Ségolène attirait plus que lui la lumière, elle mettait un point d'honneur à faire savoir qu'il n'y avait entre eux aucune rivalité. Vous êtes concurrents. Étant donné que tous les deux vous êtes au PS, aujourd'hui François Hollande est porte-parole du PS, vous avez par 2 fois été député, la dernière fois vous avez été d'ailleurs très bien réélu, lui non, vous avez été ministre, lui non. Est-ce que parfois ça pose problème au sein du couple? Écoutez, ça va vous paraître peut-être curieux, mais nous ne sommes jamais vécus en situation de concurrence. Parce que je crois que nous avons chacun des options différentes, une vision différente de l'action publique, de l'action politique. Vous chamaillez parfois?
Nous avons sur ces questions-là. Des débats sûr. de fond, oui, bien sûr. Et puis, je pense parce que nous n'avons pas non plus les mêmes centres d'intérêt ni les mêmes priorités. Nous n'avons pas les mêmes priorités. Comment fallait-il entendre cette phrase? Oh, très simplement. François pensait devenir un jour président de la République et Ségolène, beaucoup moins. À ce moment-là, dans leur couple, elle était le lieutenant et lui le général, et c'est ce qui explique ce qui va très bientôt se passer. Campagne régionale pour Ségolène Royal, campagne nationale pour François Hollande. Je suis très heureuse d'être ici à Limoges, aux côtés du maire d'abord. Et bien sûr de François, ça me permet de joindre l'utile à l'agréable, car nous ne nous sommes pas beaucoup vus pendant cette campagne. C'est moi l'utile. Hélas, le conte de fées politico-familial, dont Ségolène et François pouvaient espérer qu'il durerait jusqu'à la fin des temps, allait bientôt arriver à son terme. L'année 2004 avait pourtant bien commencé, très bien même. La liesse au Parti socialiste, il faut dire que la victoire est totale, 20 régions métropolitaines sur 22. Fait sans précédent dans un scrutin national, les socialistes ont failli gagner la totalité des présidences en jeu. Les socialistes semblent pousser des ailes et François Hollande a toutes les raisons de se réjouir. Hier soir flottait donc l'esprit de 81 au siège du PS, surtout pour François Hollande. Ce triomphe était le sien et confortait son espoir de remplacer en 2007 Jacques Chirac à la présidence de la République. Mais Ségolène, à elle seule, crée l'événement en écrasant son adversaire de droite et en gagnant la région Poitou-Charentes. Cette région, c'est les régions du Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin, donc c'est un symbole. Lui-même n'est pas candidat, mais là, il y a un symbole, battre le Premier ministre sur ses terres. Je déclare donc Madame Royal, élue présidente de la région Poitou-Charentes, et je lui cède... Aujourd'hui, ce sont 18 ans de règne de la droite qui sont tombés avec la victoire de Ségolène Royal. Et les premiers mots de la toute nouvelle présidente sont à dessein ambitieux. Elle veut lancer la région dans une nouvelle ère et même en faire un modèle. Ça voulait dire qu'elle allait se retrouver à la tête d'un territoire sur lequel elle allait pouvoir passer à l'acte. Elle est aux manettes. Et bien, si ça marche sur un territoire, ça peut marcher à l'échelle du pays tout entier. Nous allons nous engager. C'est là qu'elle s'est dit pour la première fois qu'elle pourrait elle aussi se présenter à la prochaine présidentielle? Je ne sais pas si c'est né là. En tout cas, ce dont je suis sûre, c'est que ça a renforcé sa détermination et sa conviction qu'elle pouvait apporter à l'échelle du pays des moyens de reprendre sa marche en avant. Ça, oui, oui, oui. Alors, soyons clairs. On ne comprend rien à l'histoire de Ségolène Royal si on ne comprend pas que son élection à la présidence du Conseil régional de Poitou-Charentes fut pour elle une seconde naissance. Pendant plus de 20 ans, les dirigeants du Parti socialiste avaient vu en Ségolène une sympathique mère de famille, un peu collet-monté, un peu braque, populaire certes, mais surtout inoffensive. Sa victoire en Poitou-Charentes change radicalement la donne. Le moment où vraiment, si on peut dire, les regards changent et où l'inquiétude commence à poindre chez d'éventuels concurrents, c'est là. C'est lorsqu'elle devient présidente du Conseil régional. Quand Ségolène Royal avait été élue à l'arrache députée des Deux-Sèvres en 1988, on avait à juste titre parlé d'un joli succès. Devenir 16 ans plus tard la seule femme à diriger l'une des 26 régions françaises, et celle du Premier ministre en exercice qui plus est, c'était cette fois un exploit, que la presse commentera comme tel, en faisant l'événement majeur de la victoire socialiste. À ce moment-là, je suis au point et on fait un sondage 1 mois ou 2 mois après pour savoir quel serait le meilleur candidat pour le Parti socialiste pour l'élection présidentielle suivante en 2007. On met évidemment les personnalités habituelles, Laurent Fabius, Jack Lang, Dominique Strauss-Kahn, François Hollande, et on ajoute Ségolène Royal. Et, surprise, Ségolène Royal arrive en tête. François Hollande est le premier à accuser le coup. Il est assez fin politique pour comprendre que sa campagne est passée maintenant dans une autre dimension, devenant pour lui aussi une menace. Certes, il faisait encore bon visage quand la caméra les filmait ensemble, mais c'est peu dire que François était plus troublé que Ségolène quand on les interrogeait tous les deux sur leur couple. Vous êtes fiers l'un de l'autre? Oui. Tu dis, toi? Non, pas du tout. J'ai trouvé que c'était une belle proclamation. Loin de les diviser, la politique avait été jusque-là leur ciment. Maintenant, tout était différent. Tout était différent avec ce que la psychanalyse pourrait appeler la mutation subjective de Ségolène Royal, qui, sans renoncer à être mère,
se préparait à incarner sur la scène publique une toute autre figure, ô combien insupportable, celle de la féminité. Et c'est dans un incroyable fou rire que Ségolène évoqua sa possible candidature à la présidentielle. Vous savez pas si vous avez envie d'être présidente de la République? C'est un peu tôt. Ça peut arriver? On verra. Ah, vous dites pas non. Non, si je disais non, vous me diriez allez. Imaginait-elle cependant que son couple volerait d'ici peu en éclats et que la plaisanterie de François se vérifierait? C'est toujours qui monte devant. D'accord. C'est vrai? Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Et voilà qu'arriva l'année 2005, l'année du référendum sur la Constitution européenne, l'année du tremblement de terre qui allait emporter François Hollande. Merci. 3, 2, 1. Nous sommes en mesure de vous donner donc le résultat. C'est le non qui l'emporte à ce référendum. François visait le sommet de l'État, il trébuche sur le non et se retrouve à terre. N'ayant pas réussi à surmonter les divisions des socialistes, dont beaucoup refusèrent de voter oui, n'ayant pas davantage réussi à convaincre les Français, il n'est pas long à tirer la conclusion qui s'impose. Cette défaite, cela veut dire que Ségolène, sa moitié bienveillante, sa compagne maternelle, sa guerrière tutélaire, que Ségolène, en dépit de l'amour qu'elle lui porte, en dépit de leurs 4 enfants, de leur longue ascension commune, que Ségolène se retrouvera autrement mieux placée que lui pour les prochaines présidentielles. Alors, croyez au hasard si vous le voulez, moi je n'y crois pas. C'est à ce moment-là précis, au moment où la porte de l'Élysée se refermait devant lui et que Ségolène lui échappait en devenant présidentiable, que François décida d'attirer dans ses bras une autre femme. Refusant de s'identifier à la défaite annoncée, il part, ce mois d'avril 2005, à la conquête de Valérie Trierweiler et au plus bas dans les sondages, s'offre une victoire qui lui permet de réassurer ce qui pour un homme n'a pas de prix, sa puissance phallique. À Limoges, en plein carrefour, au moment de lui dire au revoir après un meeting, François l'étreint et l'embrasse. Un baiser digne d'une scène de cinéma, écrira plus tard Valérie. Un baiser comme je n'en avais jamais reçu jusqu'alors. Et notre relation bascula sans que ni l'un ni l'autre ne comprennent ce qui se passe. Supplantant Ségolène dans le cœur de François, Valérie sera son nouvel amour, mais aussi sa nouvelle muse, celle dont il avait besoin pour atteindre le trône sur lequel il n'avait pas renoncé à monter. Quelques mois plus tard, informé de cette liaison adultère, c'est dans Paris Match, c'est-à-dire dans l'hebdomadaire même où Valérie était journaliste, que Ségolène donnera une interview, où cette fois, très clairement, elle laissera entendre qu'elle pourrait bien, oui, être candidate à l'élection présidentielle à la place de François. Et avec qui pose-t-elle? Avec l'une de ses filles, Flora, comme si leurs enfants étaient d'abord les siens. À bon entendeur, salut. Les péripéties de leur vie privée ont directement conditionné sa candidature. Ça oui, non seulement conditionné, mais je dirais même déclenché. Ça, je le crois tout à fait. Ségolène Royal! Elle y va et ne s'arrêtera plus. Elle n'est évidemment pas encore désignée par les socialistes pour être leur candidate, mais elle est néanmoins en marche vers l'Élysée et ni son homme ni un autre ne lui feront faire machine arrière. Voilà qui nous amène à la politique et à ce qu'on appelle désormais le phénomène Ségolène Royal. En quelques jours, en quelques semaines, depuis sa déclaration de candidature au sein du PS, elle a fait un bond dans les sondages où elle est désormais la mieux placée à gauche. Et en décembre 2005, ouvertement insoumise, elle lance son propre mouvement Désir d'avenir pour soutenir en marge du Parti socialiste son action politique. La Ségolène de l'époque, elle n'est pas du tout dans l'organisation traditionnelle du Parti socialiste, en courant, en équipe, etc. Au fond, Ségolène Royal, elle fait partie du courant Hollande par liens familiaux. Mais est-ce qu'on l'a vue dans des réunions de courant? En tout cas, personnellement, je ne l'avais jamais rencontrée. On la voyait de congrès en congrès, elle essayait de prendre la parole dans les congrès, ça a rarement du succès, mais elle ne cherchait pas
le soutien interne au Parti socialiste. C'est évident que elle a court-circuité totalement les appareils, qu'elle a fait le contraire de ce qu'on fait d'ordinaire pour être présidentielle, où il y a 30 ans de préparation, pendant lesquels on sillonne canton après canton la France entière. Elle était critique un petit peu des organes politiques. Comment ils fonctionnaient, c'était pas du tout sa tasse de thé. C'est-à-dire qu'elle ne faisait pas de considération. Le petit militant était au même niveau que le parlementaire du coin. Il n'y avait pas cette échelle, cette graduation-là. Mais je prends pas le parti par l'extérieur, parce que je suis plébiscitée par la base. C'est pas l'extérieur, la base du Parti socialiste. Mais l'appareil. Mais l'appareil, c'est pas le Parti socialiste. C'est eux qui disent qu'ils sont le Parti socialiste. Mais le Parti socialiste, c'est pas 5 ou 6 personnes qui pensent qu'on peut régenter les gens comme avant. C'est fini, ça. Le Parti socialiste, c'est la base, autant que les dirigeants. J'espère qu'on va gagner en 2007. C'est ce qui me gêne profondément. C'est qu'elle est toujours, me semble-t-il, ou souvent, trop souvent, à la remorque de l'opinion. Elle cherche en permanence à séduire, son sourire est séducteur et séduit beaucoup de gens à juste titre. Et je pense que ça l'a emporté vers une espèce d'art de la séduction, tous azimuts, et notamment en direction de l'opinion publique. Se moquant des accusations de démagogie, voire de populisme, Ségolène Royal aborde en conquérante l'année 2006 et les élections primaires qui doivent désigner celui ou celle qui sera le candidat socialiste un an plus tard à l'élection présidentielle. 4 hommes, un temps pressentis, renoncent finalement à se présenter. Lionel Jospin, Bernard Kouchner, Jack Lang et, comme cela était prévisible, François Hollande. Face à Ségolène Royal, 2 hommes seulement restent en lice, mais ce sont les plus influents du Parti socialiste, Laurent Fabius et Dominique Strauss-Kahn. Et Ségolène ne va pas être longue à comprendre que Machiavel n'avait pas tort quand il disait que la soif de dominer est celle qui s'éteint la dernière dans le cœur de l'homme. Et c'est au tour de Dominique Strauss-Kahn de tenter une petite manœuvre. Discrètement, DSK s'assure auprès d'un proche du placement de chacun. L'objectif, isoler la présidente de Poitou-Charentes. Je crois qu'il ne faut pas oublier les épisodes de cette campagne, les propos qui ont été tenus sur elle par Laurent Fabius, les propos qui ont été tenus par des amis de Dominique Strauss-Kahn, qui sont des méthodes de campagne extrêmement choquantes. En début de campagne interne, j'entendais l'un des 2 compétiteurs, comme l'on dit, se demander « mais qui va garder les enfants ?» C'était invraisemblable, enfin, ce qu'on entendait de la part de ses collègues de travail, comme on dirait. L'autre compétiteur dire « elle aurait mieux fait de rester chez elle au lieu de lire ses fiches cuisine ». La boucle est bouclée. Il y avait une muflerie, une grossièreté ouverte. Au fond, on pouvait tout dire sur elle parce que c'était une femme et que, au fond, qu'est-ce qu'elle fichait là ? Comment est-ce qu'elle osait même prétendre que peut-être elle pourrait... Mettez-vous à la place, par exemple, de Lionel Jospin et Laurent Fabius. Ils ont fait 30 ans de vie politique avec cet objectif d'être candidat et ils vont pouvoir y arriver. Normalement, c'est leur tour. C'est une usurpatrice pour eux. Eux, ils ont mené toute leur carrière en grimpant les échelons un par un. Ils ont sué sang et eau à des réunions le soir, des réunions publiques, des réunions de courant. Ils se sont déchirés. Elle n'était jamais là. Et c'est elle qui va les représenter à l'élection présidentielle de 2007. C'est inacceptable. Plusieurs débats sont alors organisés entre les candidats à l'investiture, dont 3 télévisés et diffusés en direct. Je vous invite à revoir les 3 débats de cette primaire. Elle les écrase, les autres. Notamment le premier débat. Elle est impériale. Elle prend toute la lumière. Et les autres rament pour essayer, justement, avec leurs arguments appris dans les grandes écoles, de continuer à être dans sa roue, et ils ont beaucoup de mal. Je suis candidate parce que je crois à la volonté politique, y compris en économie. Et puis, à chaque fois qu'elle intervenait dans le débat politique, quand elle était ministre, elle intervenait sur des points qui étaient vraiment mineurs. On n'attendait pas Ségolène Royal sur des problèmes économiques
notamment sur les déficits, sur l'autorité, la police, le chômage. Et là, elle a été obligée d'avoir un discours, je dirais, national, qui était assez inattendu de sa part. Les unes après les autres, les grandes fédérations du Parti socialiste se rallièrent à Ségolène Royal et ces deux challengers arrivèrent le 16 novembre, jour du vote, avec un seul espoir bien mince, qu'un second tour soit au moins nécessaire. Ségolène Royal, Ségolène Royal. Et Ségolène l'emporta de façon spectaculaire dès le premier tour, avec plus de 60% des voix. Dans son propre camp, personne ne pensait qu'elle pourrait gagner la primaire. Personne. Et ça a été une surprise, et donc une surprise douloureuse pour ceux qui pensaient se qualifier. Elle a incarné une forme de rébellion contre les costumes gris. Mais ils le lui ont fait payer. Les costumes gris le lui feront d'autant plus payer que Ségolène victorieuse ne leur tend pas aussitôt la main dans un geste de réconciliation. Elle embrasse l'un, salue l'autre, mais ne les fait pas monter sur scène à ses côtés. Et au lieu de jeter la rancune à la rivière, elle leur fait boire le calice jusqu'à la lie, convaincue que bon gré mal gré, tous ces hommes feront désormais bloc derrière elle contre Nicolas Sarkozy, leur ennemi commun. L'erreur politique est majeure. Et sans se douter que les coups allaient continuer de venir de son propre camp, elle entra en campagne comme si rien ne pouvait lui résister. À partir du moment où elle était candidate, d'une certaine manière, elle marchait sur l'eau. Elle traversait la mer. Elle donnait l'impression que les questions ordinaires ne l'atteignaient pas vraiment, que les réponses habituelles n'étaient pas ses réponses, qu'avec elle, c'était un univers différent. Alors ça produisait des effets prodigieux sur les assemblées qui l'écoutaient quand elle était là physiquement. Les gens étaient subjugués. Je pense profondément déstabilisés aussi, mais subjugués. On a vu quelque chose qu'on n'avait jamais vu depuis des années. Quand vous arrivez à Privas, il est 10h du soir, le train de Ségolène Royal a 2 heures de retard, et on arrive là tous dans cette ville de Privas. Enfin, c'était petit. On voit des bagnoles garées depuis l'entrée, mais partout. Il y a 1200 personnes dans un gymnase qui patientent depuis 2 heures pour voir Ségolène Royal. Quelques jours après, on va en Dordogne, à Boulazac. Vous avez des gens sur les arbres pour pouvoir écouter Ségolène Royal. Clichy, Vaux-en-Velin, Pantin, la candidate socialiste arpente les banlieues. Des visites à répétition pour bien signifier que pour elle, il n'y a pas de territoire interdit. Je me rappelle de déplacement à Vaux-en-Velin. L'afflux de personnes était tellement impressionnant. Vous avez dans le cœur de Vaux-en-Velin une marée humaine. Ça a fait le tour du quartier, Ségolène Royal est dans la cité. Et les gens sont venus massivement. Mais c'était toute la France qui était là, toutes les nationalités. Tout le monde voulait la voir, tout le monde voulait prendre en photo. Et c'est vrai que ça a créé un phénomène que moi, personnellement, je n'avais jamais vu. Ségolène Royal renouvelait manifestement le genre. Et c'est ce qui plaisait à une grande partie de la jeunesse que son fils aîné, Thomas, contribuait à mobiliser. On a organisé Charletti, ça a été quand même extraordinaire, Charletti. Qui avait pu faire ça? Elle est exaltée. On aurait presque dit que c'était presque un opéra. Mon courage, c'est vous. Mon courage, c'est pour vous. Tout simplement parce que mon projet, c'est vous. Elle a son propre lyrisme, elle a ce rapport-là très, très affectif, très charnel, donc qui a donné ce côté un peu mystique. Et je pense pas qu'il faut y lire un message chrétien ou messianique. C'était son lyrisme à elle. Ségolène Royal bouscule donc la gauche, mais pas seulement dans sa façon d'organiser des meetings ou de rassembler autour d'elle un public plus large que le public traditionnel du PS. Elle bouscule la gauche
en avançant des idées et des propositions qui ne semblaient pas avoir été mijotées dans les marmites socialistes. Elle a surpris sur beaucoup de thèmes qui ne sont pas des thèmes d'une gauche classique, sur l'autorité, sur le rôle dans l'armée, dans le maintien de l'ordre et dans l'éducation des enfants. Elle n'était pas dans, je dirais, une lignée classique. Parce qu'elle savait remettre en cause certains tabous. Elle n'avait pas de complexe à utiliser ces notions-là. Et du coup, elle les ramenait dans le giron de la gauche. Le rêve de Ségolène Royal, une France unie derrière le drapeau bleu-blanc-rouge. La candidate socialiste veut se réapproprier les symboles républicains trop longtemps délaissés par la gauche. Les souvenirs les plus frappants que j'ai de cette campagne, c'est la Marseillaise qu'elle chante à Marseille. Et la foule la reprend avec elle. Et elle la reprend tellement que c'est la première fois que je vois ça, on la bisse. La nation n'est pas le monopole de la droite et encore moins de l'extrême droite. La nation, elle tient debout parce que les solidarités sont là. Un discours jugé néanmoins trop à droite par bon nombre d'électeurs de gauche et qui en éloignera certains au moment du vote. Inventive, iconoclaste, charismatique, même si on la soupçonnait toujours de ne pas accorder assez d'importance au dossier, Ségolène Royal avait sans aucun doute de vrais atouts pour gagner. C'est alors que ses adversaires réussirent un joli coup de bluff, faire carrément passer pour une idiote celle qui avait pourtant plus de diplômes, de connaissances et d'expérience que la plupart de ses dénigreurs. Inaugurant l'année 2007 par un voyage en Chine et un néologisme cocasse, Ségolène Royal se retrouva en un tour de main habillée pour l'hiver. Comme le disent les Chinois, qui n'est pas venu sur la Grande Muraille n'est pas un brave. Et qui vient sur la Grande Muraille conquiert la bravitude. Une espèce de campagne qui avait été déclenchée par la droite, assez habile d'ailleurs, sur Ségolène Royal fait des bourdes. C'est une gourde, elle fait des bourdes, elle est incompétente. Donc le moindre truc un peu out of the box, ça devenait une bourde. Et donc il y a eu comme ça un matraquage qui a été fait, qui était assez efficace. Voilà que Ségolène Royal se fait piéger par l'humoriste Gérald Dahan. La candidate socialiste croit tout simplement s'entretenir par téléphone avec le Premier ministre du Québec. C'est comme si nous, on venait de l'autre côté et qu'on disait la Corse, il faudrait qu'elle soit indépendante. Les Français ne seraient pas contre d'ailleurs. Répétez pas ça, ça va encore faire un incident ce coup-là en France. Nicolas Sarkozy, aujourd'hui en déplacement dans la Vienne, se saisit immédiatement de ce qui est pour lui tout, sauf un sujet de plaisanterie. Si c'est une plaisanterie, elle a le mauvais goût. Et je voudrais vous dire juste une chose. Je suis consterné. Souvent victime de la malveillance, mais pas toujours, Ségolène Royal s'exonéra du coup un peu facilement de toutes les critiques, y compris de celles qui pouvaient être fondées. Tout le monde tremblait un peu devant elle quand même. Elle est assez autoritaire, oui. Donc autour d'elle, Rebsamen, Bianco, Julien Drey, quand même, grosso modo, ils étaient très gentils avec elle. Ils ne la secouaient pas, quoi. Voilà. Elle écoute, mais il y avait quand même peu de gens qui osaient lui dire les choses en face. J'ai pas été conseiller de Ségolène Royal, moi, jamais. Mais dans nos conversations, généralement après une matinale, quand elle faisait la radio du matin, quelle que soit la station, on s'appelait et je disais « Franchement, j'ai rien compris. Vous avez commencé une histoire, j'ai pas compris la fin de votre histoire. » Mais non, mais c'était très bien, parce que... Mais aussi, ils n'arrêtent pas de couper les journalistes, c'est toujours de la faute des journalistes. Ils ne m'aiment pas. Donc ce côté victime, moi je le désamorçais par la rigolade en lui disant « Bien sûr, vous êtes un génie, tout le monde est idiot. Normalement, vous serez élu les doigts dans le pif. » Elle est très rétive, elle pense qu'on veut prendre le dessus sur elle pour peut-être la manipuler. C'est complètement impossible de la manipuler, je veux dire. C'est une bataille perdue, insensée, qui se termine par moult cicatrices et blessures pour qui tente de. Mais bon, elle est ainsi, il faut le savoir. C'est pour ça que je dis, il faut aimer et pas idolâtrer Ségolène et quand même rester à distance. On s'ennuie jamais avec elle, il y a toujours des surprises. Et Patrick qui dit en s'arrachant les mains, oh là là, quand je pense qu'elle va gagner la présidentielle, mais alors, elle va gagner, mais je plains ses ministres. Voilà, c'est tout, c'est elle. Elle est iconoclaste, c'est très sympathique, et puis en même temps, elle est capable de sortir une idée sur laquelle dont personne n'a jamais entendu parler, parce que tout à coup, elle trouve que c'est une bonne idée, ou parce que quelqu'un lui en a parlé sans avoir absolument consulté son équipe. Ou, voilà, elle va lancer ça, et là, tout le monde s'arrache les cheveux en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?»
Cela étant, il serait injuste de dire que le piège qui se referma sur Ségolène Royal pendant sa campagne présidentielle lui est principalement imputable. Car si ce piège fut diablement efficace, c'est que Ségolène, contrairement à Nicolas Sarkozy, subit de la part des dirigeants de son propre parti, ceux qu'on appelait les éléphants, un véritable ostracisme. Dans l'histoire de la Ve République, c'est, à mon avis, assez inédit, effectivement, de voir un ou une candidate être comme ça, trahi, le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas, pas soutenu. Les dirigeants socialistes, pour beaucoup d'entre eux, n'ont pas cru que ça pouvait nous conduire à la victoire face à Nicolas Sarkozy, et donc ont été soit feignants, soit désinvoltes, soit animés de mauvaises intentions. J'ai été au meeting à Villepinte. Et donc je voyais la première rang des autres, des éléphants. Et je voyais donc Ségolène qui montait pour faire un discours très très important. Et je voyais donc la façon dont le premier rang, qui aurait dû être comme des supporters fervents, c'était inexplicable et intolérable. La façon dont ils n'applaudissaient pas, ne la regardaient pas, ricanaient en se parlant, en bavardant. J'ai vu l'appareil du Parti socialiste passer son tour. Je me suis dit, bon, pas elle, plutôt Sarkozy que Ségolène. Comme dans mon propre camp, les hommes me dénigraient, les Français disaient, non mais s'ils en disent autant d'horreur, c'est qu'elle ne doit pas être terrible. Et ça a été ravageur. Le fait qu'il n'y ait pas de solidarité de tous les leaders socialistes autour de moi en disant elle est intelligente, elle est compétente, elle ne dit pas de bourde, on est à fond derrière elle, etc. Ça a terriblement manqué. Il y a des moments de la campagne, j'étais seule. Avec la solidarité de mon camp, je pense que j'aurais été élue. La première chute qu'on voit vraiment dans les sondages, c'est sur les impôts. C'est la dichotomie entre elle qui dit une chose et le premier secrétaire du PS, en l'occurrence François Hollande, qui dit à 4 000 €, on est riche. La politique, la gauche va-t-elle augmenter les impôts si elle revient au pouvoir? C'est en tout cas ce que propose François Hollande. Il vise tous ceux qui gagnent plus de 4 000 € par mois. Mais apparemment, cette proposition n'engage que lui et elle provoque un malaise dans l'équipe de Ségolène Royal. Ségolène Royal est bien obligée de le constater. Il y a du désordre dans la maison socialiste. Et là, il commence à y avoir la vraie brisure. On est en janvier 2007. On a tous à peu près compris que ça va être très dur de gagner la présidentielle. Parce que ça envoie comme signal, ok, c'est la candidate, mais c'est moi le parti qui fixe les règles. Et il se trouve qu'on n'est pas d'accord. Et en plus, on est en couple. On a vu l'anti-jeu de la personne qui l'a fait le plus souffrir. C'est vraiment François Hollande. Ségolène Royal n'a qu'un défaut, son compagnon. Boutade ou bourde? Cette réflexion d'Arnaud Montebourg hier, dite selon lui sur le ton de l'humour, n'a pas fait rire tout le monde au Parti socialiste. Qu'est-ce qui ne va pas Arnaud Montebourg est connu pour un talent oratoire redouté par ses adversaires. Mais hier soir, son humour s'est retourné contre son camp. Ségolène Royal n'a qu'un seul défaut, c'est son compagnon. Silence sur le plateau, la bourde est évidente. Je pensais vous faire rire. Mais ce qu'Arnaud Montebourg ne savait pas, c'est qu'au moment même de sa boutade, Ségolène, sans rien dire à personne, s'était déjà séparée de son défaut. François et elle ne faisant plus couple, n'habitant plus ensemble, même si celui-ci continuait d'être à distance, sa statue du commandeur. Les peu de fois où je l'ai vue, j'ai l'impression qu'elle s'adressait à lui tout le temps pour lui dire « Tu vois, je peux, tu vois, je vais ». Je sentais que tout lui était adressé. On a du mal à croire que la rupture entre Ségolène et François ait été aussi bien cachée. On n'a rien vu de toute la campagne. Pour nous, Ségolène vivait avec son compagnon. On n'a rien vu. On ne savait rien et elle n'en parlait jamais. Elle a une telle force qu'elle a été capable de vivre ce qu'elle a vécu personnellement tout en menant une campagne présidentielle sans rien laisser transparaître, jamais, même à son équipe la plus proche. Ce qu'on ne veut pas dire, mais qui est la réalité de cette campagne présidentielle, c'est que je pense que l'élément, le point d'équilibre de Ségolène Royal eût été François Hollande. Et elle lui a proposé d'être son directeur de campagne. Il a refusé. Et puis arriva ce qui devait arriver, le vote des Français. Au terme du premier tour, après l'élimination de 10 candidats,
dont François Bayrou, Jean-Marie Le Pen ou Olivier Besancenot, Ségolène Royal resta seule face à Nicolas Sarkozy, mais le second tour, comme le prédisaient depuis des semaines les sondages, s'annonçait pour le moins difficile. Paris, 6 mai 2007. Devant la Maison de l'Amérique latine où Ségolène Royal attend les résultats, ses partisans croient encore à sa bonne étoile. Hélas, à 20h, le sort en est jeté. Les Français ont tranché. Voici le résultat. C'est Nicolas Sarkozy qui est élu président de la République avec 53%. Leur candidate a perdu, et bien perdu. Il fait 53%, Nicolas Sarkozy, il en fait 47%. C'est une des élections où le président de la République élu est le mieux élu. A contrario, elle a été franchement battue. Sur les plateaux de télévision, les éléphants du Parti socialiste se réjouissent intérieurement que Ségolène Royal perde enfin la vedette et se préparent à commenter avec sévérité cette défaite à laquelle ils avaient tant contribué. Mais avant même qu'il n'ouvre la bouche, c'est elle qui reprend aussitôt la main et qui, à la surprise générale, parle de sa défaite comme d'une victoire. Mon engagement et ma vigilance seront sans faille au service de l'idéal qui nous a rassemblés, qui nous rassemble et qui va, j'en suis sûr, nous rassembler demain pour d'autres victoires. Et à peine son discours triomphaliste achevé, la voilà, inconsciente du danger, qui descend dans la rue. Aux grandes dames des policiers qui la surveillaient, du service d'ordre du Parti socialiste, elle décide de faire le boulevard Saint-Germain à pied jusqu'à la rue de Solferino. Très honnêtement, à ce moment-là, j'ai eu très peur parce que rien n'était organisé. Elle était au milieu de la foule sur le boulevard Saint-Germain. Bon, il aurait pu arriver n'importe quoi, mais bon. Quelques instants plus tard, arrivée au siège du Parti socialiste, et toujours aussi euphorique, elle grimpe sur le toit et continue de laisser éclater sa joie. Tous ensemble, tous ensemble. Ça nous rappelle d'autres ambiances, des stades. Hein. Quand même rappeler que ce soir, oui, c'est Nicolas Sarkozy qui a gagné. Oui, Nicolas Sarkozy. Si un étranger qui n'avait pas suivi ce qui s'était passé en France était arrivé le jour du second tour de 2007 à Paris, traînait vers la rue de Solferino, il aurait pu penser que Ségolène Royal avait gagné. Moi, j'ai des amis au Québec qui m'ont dit « mais on comprend pas, il y a un ballottage, on la voit partout ». C'était Eva Perrode, hein. Elle est folle, complètement folle, murmura alors un journaliste, comme si cette incroyable explosion de joie n'était pas au contraire explicable, en tout cas d'un point de vue psychologique. Ségolène savait bien sûr qu'elle n'avait pas gagné, et si elle se réjouissait, ce n'était évidemment pas de la victoire de son adversaire. En restant vindicative face à François Hollande, qu'elle monta sermonner dans son bureau le soir de la défaite, ce qu'elle refusait, ce n'était pas la réalité, c'était son interprétation. Pas question qu'un événement lui dicte sa conduite, surtout si tout le monde lui affirmait que cet événement était évident. La figure historique à laquelle Ségolène Royal s'identifia ce jour-là, ce fut Jeanne d'Arc, celle-là même qui refusa de se résoudre à l'évidence. Elle ne se prend pas pour Jeanne d'Arc, mais qu'elle ait de l'affection pour cette figure, heureusement. Jeanne, c'est la courageuse, c'est celle qui vient de nulle part et qui arrive à la cour, où tout le monde la regarde de haut. Et pourtant, c'est elle qui a raison et qui finit par convaincre le roi. Et elle va au combat. C'est quand même très transgressif, cette fille qui se fait couper les cheveux, qui met revêt l'armure des garçons, à qui l'Église reprochera ensuite dans les procès stalinoïdes qui lui seront faits, d'avoir revêtu l'habit d'homme, qui était considéré comme une transgression majeure. Et finalement, elle contribue à la libération de son pays, c'est quand même pas mal. Quelques semaines après sa défaite, le soir même du résultat des élections législatives, est annoncée officiellement la séparation de Ségolène et François, ce que celle-ci confirmera le lendemain matin à la radio. Je voudrais dire très simplement que nous avons décidé de ne plus être ensemble. J'ai proposé à François de vivre sa vie de son côté et qu'il l'a accepté. Donc cette séparation, de fait, nous ne sommes plus au même domicile et je crois que ça correspond à la réalité de nos relations. S'ouvre alors une longue période de réflexion et d'analyse, d'où Jeanne Ségolène sort au bout d'un an, avec la conviction que tout est encore possible, d'autant plus possible qu'elles se sont désormais débarrassées de toutes les entraves masculines
à commencer par celle que lui avaient imposée et son ex-compagnon et les éléphants. Elle repart donc au combat et décide de frapper un grand coup. Nous sommes en effet à 2 mois du congrès de Reims, qui doit fixer la ligne générale du Parti socialiste et désigner un nouveau premier secrétaire en remplacement de François Hollande. Les candidats sont nombreux et pour faire la différence, Ségolène regroupe plusieurs milliers de ses supporters au Zénith, à Paris, et joue avec un théâtralisme incroyable la carte de la féminité assumée. On savait que ce soir, ce ne serait pas l'ambiance d'une réunion socialiste classique. On n'imaginait pas la transformation assez radicale, coiffure et tenue de scène de Ségolène Royal. Ce qui est étonnant quand elle arrive sur la scène en assumant une féminité, pas en se mettant en grise et dire je suis une femme politique. Ce qui compte c'est politique, c'est pas femme. Là elle arrive en disant je suis une femme et je vais faire de la politique. La guêpe n'est pas folle. Il fallait qu'elle soit de nouveau dans la lumière. Et c'était en prévision de prendre le parti. Depuis 3 ans, il y a eu la riante primaire, la courtoise présidentielle, les gentils coups bas, les amicales pressions et les charmantes épreuves personnelles. Jamais je n'ai renié une seule de nos valeurs. Jamais je n'ai lâché prise sur ce que je crois juste avec vous et pour nous tous. Je suis là aujourd'hui, je serai là demain. Tous ensemble, fraternité, 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 fraternité. Étrange femme que Ségolène Royal, capable de taper juste 10 fois, puis carrément à côté, comme si elle tenait de temps en temps à apporter elle-même les clous de sa future croix, irritant ses adversaires, bien sûr, mais troublant également ses partisans. Si j'avais été là, je lui aurais déconseillé cette tenue, voilà. Parce que c'était pas bien, parce que c'était pas juste, parce qu'elle se déguisait. C'était une erreur, parce que, en fait, il faut pas non plus vouloir trop en dire par son vêtement. Elle s'est laissée un peu aller, un peu... Oui, elle a sans doute un peu pété les plombs. Prenons le terme, j'en trouve pas d'autre. On sentait bien qu'elle était un peu partie dans le décor. Largement critiquée ou tournée en ridicule, la fête de la fraternité déconcerta la plupart des observateurs, mais n'entama pas pour autant la popularité de Ségolène Royal, et ce, non seulement dans l'opinion, mais encore à l'intérieur même du Parti socialiste. Hier soir, 130 000 bulletins ont été déposés dans les urnes des différentes fédérations. Et c'est la motion de Ségolène Royal qui est arrivée en tête des suffrages, avec un peu plus de 29%. Elle devance Bertrand Delanoë, favori des sondages, et Martine Aubry. Sur la base de ce vote, Ségolène pouvait raisonnablement espérer remplacer François Hollande comme premier secrétaire, car dans la tradition socialiste, c'était autour de la motion arrivée en tête que se rassemblait ensuite une majorité. Mais c'était compté sans le TSS des éléphants, le tout sauf Ségolène, auquel François, niant la position de favorite de son ex-compagne, ne fut pas le dernier à participer. Comment parler de victoire quand on n'a aucune motion qui fait plus de 29-30%. 29%, c'est pas 51%. Donc il faut qu'il y ait une majorité pour que le Parti socialiste puisse être dirigé. Il faut nous soigner de toutes ces petites. Ségolène Royal ne finira pas cette phrase. Bronca et certaines têtes affligées. Elle ne se démonte pas et appuie là où ça fait mal. Au final, la machine à faire perdre Ségolène fut impitoyable. Erreur dans le comptage et la transmission des voix, tripotage et grenouillage. D'un bout à l'autre de cette élection, on essaya de lui faire comprendre par tous les moyens possibles qu'1 an et demi après son échec à la présidentielle, son heure était définitivement passée. Les partisans de Ségolène eurent beau protester, des militants manifestaient leur colère, rien n'y fit. Et Martine Aubry, ruse des éléphants, une femme contre une femme, et Martine Aubry fut élue. Dans l'histoire de Ségolène Royal, il y a un avant et un après Reims. Car ce nouveau revers eut cette fois des conséquences autrement plus dévastatrices que son échec au présidentiel, comme si tout ce qui avait fait jusque-là son originalité, à commencer par son refus des appareils et sa féminité assumée, devait désormais jouer contre elle. Fidèle jusque-là,
sa garde rapprochée elle-même explosa. Les gens sont retournés dans leur métier, dans leur fédération, dans leur circonscription. D'autres ont en tout cas entrevu les nouvelles étapes du Parti socialiste en voulant se mettre de nouveau dans les équipes gagnantes. Donc il y a un certain isolement, il y a un vide qui se fait autour d'elle, non pas par refus d'elle, mais parce que la vie continue. C'est sûr qu'à un moment, on a tous craqué. Donc c'est vrai que petit à petit, les uns et les autres sont partis pour des raisons diverses. Certains sont partis fâchés et d'autres ont simplement eu besoin de prendre l'air. Moi, j'ai décidé de partir après le congrès parce que j'arrivais plus trop à suivre finalement ce qu'elle voulait faire. Et on a été un certain nombre comme ça. C'est normal, elle n'est plus sur le devant de la scène, elle n'est pas très haut dans les sondages. Donc c'est pas être un traître que de se dire je m'écarte, je prends un autre chemin. Et puis on peut estimer qu'elle n'est plus la femme de la situation. Ce que saint Augustin appela, à propos de Jésus, le désert des dérélictions, Ségolène allait donc le traverser. Et quand elle annonça qu'elle voulait de nouveau être la candidate des socialistes aux prochaines présidentielles, personne, absolument personne, ne lui donna la moindre chance de gagner contre François Hollande ou Martine Aubry. Le soir du vote, le camouflet fut encore plus terrible que prévu. Hollande. Mais jamais de la vie j'aurais pu imaginer qu'on fasse 7%. Franchement, pas du tout. Je savais qu'on n'allait pas être premier, je pensais peut-être même qu'on n'allait pas forcément gagner, mais je nous situais deuxième ou troisième. Ça a été pour nous une claque monumentale, une désillusion terrible. Les gens avaient tourné la page. Bien loin de cette ambiance de fête, Ségolène Royal, très soutenue par ses militants, a pris acte de sa défaite. Elle est 4e du scrutin. Beaucoup de déception pour tous ceux qui m'ont soutenu. On la soutiendra toujours. Bravo. Merci Ségolène. Tourner la page. Voilà bien ce que Ségolène, elle, ne pouvait pas faire, puisque c'était à son ex-compagnon que le destin cette fois tendait la main. Et elle comprit immédiatement qu'elle n'avait aucun autre choix que d'oublier tout ce qui les avait séparés, puis opposés, pour se retrouver derrière lui comme elle l'avait été pendant tant d'années. Retour à la case départ. Pendant toute la campagne présidentielle, Ségolène remisa au placard sa tenue d'Amazone et fit profil bas, se montrant bon petit soldat, discipliné et efficace. L'image que tout le monde attendait, François Hollande et Ségolène Royal ensemble, côte à côte, à la tribune. La dernière fois, c'était en 2007 à Limoges. À l'époque, il y avait eu une bise. Ségolène Royal briguait alors la mandature suprême. Aujourd'hui, les rôles sont inversés. François Hollande rend hommage à son ex-compagne. Ségolène Royal lui apporte son soutien sans réserve. Je dis enfin que c'est une façon noble aussi de faire l'histoire que d'aider, en oubliant ses ambitions. Oui, d'aider celui qui est en situation de l'emporter. Pour la première fois de sa vie, elle joua le jeu des costumes gris, de tous ces hommes qui n'acceptent les femmes en politique que lorsqu'elles le ressentent. Mais voilà, la femme qui n'était pas un homme ne pouvait pas échapper à son histoire. Et comme Aphrodite, condamnée à exciter les passions et à provoquer la méchanceté des autres déesses, elle subit tout au long de la campagne la jalousie dévastatrice de Valérie Trierweiler, qui réussit à obtenir de François Hollande qu'il la marginalise et parfois même l'efface. Blessée, humiliée par celle qui continuait de voir en elle une rivale, Ségolène resta stoïque, se fixant un objectif, contribuer à la victoire de son ex-compagnon et devenir ensuite présidente de l'Assemblée nationale. C'est une idée qu'elle a en tête depuis assez longtemps. Elle trouve que ça aurait un sens, que ça aurait, j'allais dire, de la gueule, parce que voilà, elle serait cette première femme. Elle a passé un accord politique avec François Hollande, qui est prêt à l'aider à devenir présidente de l'Assemblée nationale, mais il faut, à ce moment-là, être élue. Être élue, mais où? Elle choisit La Rochelle. Hélas, face à elle, se dresse alors un dissident socialiste, Olivier Falorni, qui réussit à fédérer non seulement une partie de l'électorat de gauche, mais nombre d'électeurs de droite, trouvant là une occasion inespérée de faire mordre la poussière à Ségolène Royal. Et là-dessus arrive le soutien totalement inattendu à son rival,
c'est le soutien de Valérie Trierweiler, la compagne de François Hollande. La journée s'annonçait radieuse à La Rochelle. Comme prévu, Ségolène Royal recevait le soutien chaleureux de Cécile Duflot et de Martine Aubry. Mais vers midi, coup de théâtre. On tend un message à Ségolène Royal qui, pendant quelques instants, semble déstabilisé. Ce serait le fameux tweet d'encouragement à son opposant, envoyé par Valérie Trierweiler. C'est pas ce tweet qui le fait gagner, mais c'est ce tweet qui blesse profondément Ségolène Royal, parce que ça la touche au cœur, ça touche à la famille, là, ça touche à quelque chose de très sensible. Donc non seulement elle perd sur un plan politique, mais elle est touchée sur un plan privé, sur un plan personnel. Et c'est là que le destin de Ségolène Royal se montra encore une fois étonnant. Car alors même que la messe semblait dite, et que cette grave défaite de plus, la 4e en 5 ans, aurait dû définitivement la mettre hors jeu, la voilà qui redescend aussitôt de son bûcher en flammes. Ce qui touche les gens, c'est le caractère, pour le coup, réellement victime de Ségolène. Voilà, comme quoi la vie politique et la vie tout court, elle est quand même assez bizarrement faite. Ça a été peut-être un redémarrage. Ça a été une renaissance, en tout cas. Peut-être pas forcément elle, parce qu'elle a vécu des moments, à ce moment-là, étaient douloureux, terribles. Mais vis-à-vis de l'opinion, il y a eu un basculement. Certes, François Hollande laissa Jean-Marc Ayrault constituer son premier gouvernement sans elle. Mais à partir de ce moment-là, dans l'opinion et chez les socialistes eux-mêmes, la question n'allait plus cesser de se poser. Bon, d'accord, mais quand sera-t-elle de nouveau ministre? En officialisant en 140 signes sa malveillance, Valérie Trierweiler était loin d'imaginer qu'elle rendrait service à Ségolène Royal et que c'était ses jours à elle, la malheureuse, qui étaient désormais comptés. Le 10 janvier 2014, après la révélation de la liaison cachée qu'entretenait François Hollande avec l'actrice Julie Gaillet, Valérie est hospitalisée pour un gros coup de blues, juste avant que François n'annonce leur rupture à l'AFP. C'est pour Ségolène Royal l'inattendue bonne nouvelle de ce début d'année. Avec le départ précipité de la tweeteuse, disparaît le dernier obstacle qui lui barrait la route du gouvernement. Et le 2 avril, Ségolène Royal est nommée ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Ce qui est sûr, c'est que on retrouve la Ségolène Royal épanouie qu'on avait perdue depuis 2007. Il faut imaginer cette femme il y a 3 ans, même si elle savait qu'en politique on renaît toujours de ses cendres, l'horizon était quand même sérieusement bouché. Elle ne voyait pas comment elle pouvait revenir. Et là, comme d'habitude, étonnamment, remonter la pente parce qu'elle est insubmersible. Elle pense qu'elle a une étoile, que quelque chose la guide, qui doit être plus fort que la raison. C'est quelque chose d'autre qui la porte. Alors, on peut légitimement s'interroger. En serait-il en politique comme au cinéma, où les couples mythiques, même lorsqu'ils se quittent, restent inséparables? En tout cas, il est clair aujourd'hui que depuis le départ de Valérie, s'est reconstitué un axe Ségolène-François et que celui-ci ne semble pas prêt de céder. Ça étonne beaucoup de gens, ça en angoisse et ça en agace aussi beaucoup, ça à l'évidence. Mais la réalité, c'est que ce duo-là est insécable, même si ce n'est plus un duo amoureux. Et c'est très frappant de voir aujourd'hui à quel point, au fond, ils sont tout traversés. La présidentielle de maman, la présidentielle de papa, tout le monde au milieu, une espèce d'histoire délirante que personne n'aurait osé écrire et qui est pourtant réelle. Et au fond, cette famille est très solide et elle est encore là. Encore là. Voilà bien ce qu'on peut dire en effet de cette petite tribu qui n'a pas d'équivalent dans l'histoire de la République et dont Ségolène Royal est redevenue depuis 2014 tout autant le pilier que François Hollande. Encore là. Mais pour quelles prochaines aventures exactement? Récemment, il m'est arrivé de lui demander si, d'aventure, elle ne serait pas candidate une prochaine fois à l'élection présidentielle. Elle m'a répondu texto, c'est fini. Je ne me représenterai plus jamais. Et il y avait l'accent de la sincérité. Je ne la crois pas du tout. Je crois que si un jour elle était en situation de l'être, parce que d'autres ne pouvaient plus du tout l'être, et qu'elle se retrouverait candidate, elle a à ce moment-là un sens du désir qui rejoint très bien son sens du devoir. Et elle serait candidate. Et d'ailleurs, ce serait absurde de ne pas l'être. Je ne l'imagine pas du tout de nouveau candidate à une présidentielle, mais comme je me suis trompé une fois, je peux me tromper une deuxième.